Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, on se retrouve pour le numéro 2 du Cadalénoscope. Donc, je le redis, hein, pour celles et ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui, c'est un petit moment qu'on va prendre toutes les 2 semaines pour analyser l'actualité, mais le faire aussi avec une perspective de longue durée, en mobilisant en fait des articles de la presse, notamment indépendante, pas uniquement, et parfois, c'est l'occasion aujourd'hui de le faire d'ailleurs, en amenant dans la réflexion des livres ou des ouvrages qui sont particulièrement intéressants. Alors vous en rendez peut-être compte, mais on a un peu changé le décor, hein. On suit les conseils qui nous sont donnés en commentaire, donc n'hésitez pas. Et vous allez voir, peut-être que vous ne la connaissez pas, à côté de moi, il y a Mercedes Sosa, qui est une chanteuse argentine que j'aime particulièrement. Pour vous l'expliquer d'un mot, Mercedes Sosa, c'est une chanteuse populaire, mais au sens profond du terme. C'est-à-dire qu'à la fois, elle était extrêmement connue, reconnue en Argentine. Il y a eu une semaine de deuil national lorsqu'elle est décédée il y a quelques années, et avec vraiment les drapeaux en berne, etc. C'était quelque chose, donc elle était connue dans ce sens-là, mais elle était populaire au sens où, pour beaucoup d'Argentins, et notamment pour beaucoup d'Argentins de gauche, qui se situent dans la même famille que la nôtre, l'émancipation, eh bien, elle était la voix du peuple. La voix des opprimés, la voix des plus pauvres, la voix des communautés indigènes qui, en Argentine, se sont fait très largement massacrer au fil de la construction de l'État-nation argentin. Donc, Mercedes Sosa, c'est une chanteuse que je vous invite vraiment à découvrir. L'un de ses derniers albums, elle l'a chanté avec plusieurs chanteurs internationaux. Elle a chanté son répertoire. S'appelle l'album Cantora 1, Cantora 2. Et je vous le recommande vraiment. Il y a des moments particulièrement touchants. Elle a notamment repris une superbe chanson chilienne de Violeta Parra qui était proche aussi de la gauche, de moment d'Allende, etc. Et c'est une chanson qui est magnifique, qui s'appelle Todo Cambia. Tout change. Donc voilà, alors, comme la semaine dernière, on ne change pas une équipe qui gagne, on redémarre avec un article du Monde diplomatique. Alors c'est celui du mois de novembre, donc vous pouvez le prendre, hein, je le recommande toujours très, très vivement, très intéressant, et même si on n'a pas le temps de le lire en entier, c'est quelque chose un journal qui amène toujours à penser. Et là, en l'occurrence, j'ai choisi l'article d'Anne-Cécile Robert. Je précise qu'il y a aussi un article de Clémence Guettet dans ce même numéro, passionnant sur l'article. Donc voilà, je vous renvoie aussi vers cet article, mais là, j'ai choisi de vous évoquer l'article d'Anne-Cécile Robert, qui est issu de son dernier ouvrage, qui s'appelle Le défi de la paix. Et pour celles et ceux qui ont commencé à suivre un peu notre mandat, là, moi, vous savez que c'est une question qui me tient particulièrement à cœur parce que je siège à la Commission des Affaires étrangères. Et donc, le défi de la paix, elle nous en parle à partir des évolutions contemporaines, actuelles en réalité, du multilatéralisme. Alors, le multilatéralisme, c'est quoi ? C'est l'ensemble des institutions qui réunissent tous les États. Et la plus grande institution du multilatéralisme, hein, son fondement contemporain, on va dire, c'est l'Organisation des Nations Unies. Alors, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui avec le multilatéralisme ? Anne-Cécile Robert nous dit qu'il y a une rhétorique qui gagne dans les pays dits occidentaux, les États-Unis, la France, l'Australie, qui est basée sur un nouveau terme. En anglais, c'est le Rules-Based Order. But alors, you are French. C'est-à-dire un ordre fondé sur des règles. Alors, une fois qu'on se dit ça, oui, pourquoi pas un ordre fondé sur des règles. Mais ce qu'on apprend avec Anne-Cécile Robert, c'est que ce terme, il est interprété par d'autres diplomaties comme une tentative de faire concurrence au terme normalement employé par tout le monde, à savoir le terme très simple, très reposant sur les principes du multilatéralisme, c'est-à-dire le concept de droit international. Et le concept de rule-based order, il est assez flou, assez indéfini. Et d'ailleurs, chaque État choisit ce qu'il y met dans ses règles. Hein. Alors, par exemple, l'Australie, elle n'y met pas la Charte des Nations Unies. Alors, vous imaginez, c'est quand même un peu curieux, parce que la Charte des Nations Unies, c'est ce que tout le monde a normalement en commun. Cette tentative d'imposer ce nouveau mot, ce nouvel ordre fondé sur les règles, est vue comme une manière à la fois de détricoter le droit international, mais surtout d'interpréter à chaque fois les règles comme bon leur semble pour les pays qui utilisent ce terme.
Elle l'explique assez clairement. Je vous lis cet extrait parce qu'il est éclairant. Elle dit « C'est l'une des difficultés de ce type de construction, donc de cette nouvelle rhétorique. Elle divise par nature quand le droit international vise à créer un espace commun avec des procédures et des repères partagés, quel que soit le système de valeurs. » Et là, c'est bien l'élément central. D'ailleurs, c'est le sous-titre de l'article « Revendiquer des valeurs pour contourner le droit ». Et là, c'est le problème central que je voulais vous partager et qui est posé dans cet article. Parce que lorsqu'on commence à parler de valeurs, il y a un risque. Quel est ce risque? C'est qu'on sait très bien que des valeurs peuvent rester indéfinies, qu'elles ne sont pas nécessairement universellement partagées, et qu'elles tendent à se substituer, notamment dans la rhétorique utilisée par l'OTAN, par les pays comme sous direction des États-Unis d'Amérique, elles tendent à se substituer à la référence commune au droit international. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des valeurs floues, de l'autre des principes de droit. Ce problème, qui est soulevé par l'article, relève aussi pour moi d'un problème plus général. Et c'est pour ça que là, on a appelé la vidéo « L'Occident n'existe pas ». Pourquoi? Parce que si on commence à penser qu'il y a des valeurs communes à l'Occident, que l'Occident, d'ailleurs dont les frontières là aussi ne sont jamais vraiment définies, que l'Occident se doit de les défendre, on conflictualise en permanence la scène internationale. On conflictualise en permanence, et sur quelle base? On ne le sait pas. On ne le sait jamais. Parce que, interrogeons-nous aujourd'hui sur la question de l'Occident et des valeurs occidentales. Lorsque Donald Trump est élu, lorsque l'extrême droite prend le pouvoir dans un certain nombre d'États, et sur une base raciste, inégalitaire, qui est une base en fait qui contredit et dont l'objectif même est de contredire tout le projet égalitaire posé notamment par la Révolution française. Mais à ce moment-là, nous n'avons pas à nous revendiquer de partager quoi que ce soit avec ce type de pays. Je veux dire, les États-Unis de Donald Trump, gouvernés par Donald Trump, n'ont rien à voir avec ce que nous pouvons et ce que nous devons porter. D'ailleurs, il y a un conseiller de Donald Trump qui le disait cash, comme ça, directement, Steve Bannon. Il disait « Notre projet politique, c'est de revenir sur l'ensemble des acquis de la Révolution française. » Parce qu'en réalité, ces gens sont des ennemis de l'égalité. Et lorsqu'on se laisse embarquer par la rhétorique des valeurs, à la fin, on finit par se trouver aux côtés de gens qui défendent l'inégalité, qui défendent le fait que des pays sont supérieurs à d'autres, que des ennemis sont supérieurs à d'autres, et qui en fait, in fine, sont racistes, sont violents, et encouragent et répandent un esprit de violence dans le monde. Donc, gare à cela. C'est important de se garder de cela et de considérer que la France, et je le dis d'autant plus que je siège à la Commission des Affaires étrangères, doit se tenir absolument à distance de cela, absolument à distance de cette rhétorique des valeurs. Quelles sont donc les valeurs dont il nous parle? Parce qu'en réalité, nous, le risque que nous voyons, c'est que les principes humanistes auxquels nous tenons tant, ceux de l'égalité humaine, ceux qui nous fondent à lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme, ceux qui nous fondent à lutter pour un monde de coopération, ceux-là, ils risquent d'être enterrés à Gaza avec tous ceux qui sont bombardés aujourd'hui, actuellement, sans que, d'une certaine manière, ce fameux Occident ne fasse rien pour arrêter la machine infernale. C'est d'ailleurs l'avertissement que formulaient, là je suis parti de cet article, mais c'est un avertissement que formulaient deux penseurs que j'aime particulièrement. Amartya Sen, dans un livre que je vous recommande, qui s'appelait « La démocratie des autres », disait, il y en a qui considèrent que la démocratie serait uniquement occidentale. Il dit c'est une erreur totale, à la fois parce que Athènes n'a pas été le seul lieu d'exercice de pratiques démocratiques dans l'histoire. Je veux dire, il y a plein de communautés humaines qui ont fonctionné de façon démocratique avant, après, etc. Donc ça, c'est un argument absurde. Amartya Sen, il dit non, la démocratie, elle est universaliste. Voilà. Ça tombe bien, il dit la même chose que ce que disent ceux qui, comme nous, défendent la Révolution française. Et deuxième élément, David Graeber dit attention, si on commence à parler d'Occident, on essentialise le monde. On campe le fait déjà qu'il y a deux camps et en fait on donne à nourrir, on nourrit la rhétorique de l'extrême droite. Parce que lorsqu'on dit il y a l'Occident contre le reste du monde, à la fin en fait on se prépare à un grand affrontement. Et ceux qui rêvent de cet affrontement, c'est l'extrême droite dans ce pays. Ils passent leur temps à le vouloir ici, la guerre civile, Marion Maréchal Le Pen, elle n'arrête pas de parler de ça, et dans le monde.
Moi, quand je faisais mes études, il y avait un type de droite, il a dû virer chez Ciotti, celui-là. Parce que Ciotti, quand vous les entendez ici, c'est encore pire que le RN. Bon. Enfin, et le RN, pourtant, c'est coton. En commission des affaires étrangères, c'est terrible. Bon. Eh bien, il me dit, ah oui, oui, non, Israël, c'est la défense absolue des valeurs occidentales. Et ça. Bon, bah déjà, ça c'était il y a 10 ans. Bah là, on voit ce que ça donne. C'est-à-dire qu'il y en a qui passent leur temps dans les médias à défendre un massacre absolu qu'il faut appeler un génocide. J'ai interpellé le ministre des Affaires étrangères à ce sujet en commission. Je lui ai dit, il y a quand même une convention de prévention et de répression du crime de génocide. Elle n'est pas là pour déplorer. Cette convention, elle est là précisément pour conjurer le risque de génocide. Donc lorsqu'il y a un génocide qui est en cours, le nommer permet de faire en sorte de réunir l'énergie nécessaire pour qu'il cesse. Et ça, nous ne cesserons précisément, nous, jamais de demander, de nous mobiliser pour le cessez-le-feu et pour que les principes universalistes que la France a un rôle particulier à défendre dans le monde, eh bien, soient respectés. Alors, en discutant de l'article d'Anne-Cécile Robert, j'en suis venu à parler du conflit israélo-palestinien, parce que c'est effectivement là qu'on voit l'opposition entre certains qui prétendent défendre des valeurs en massacrant, en dépit de tout respect du droit international, des enfants, des innocents, des civils en masse, et de l'autre côté, ceux qui défendent le droit international. Dans les voix françaises qu'ils font, il y a évidemment l'ensemble des insoumis, Jean-Yves Mélenchon, Mathilde Panot, etc. Bon, il y a également Dominique de Villepin. Vous voyez, il n'y a pas que des gens de gauche qui portent cette voix. Et c'est une voix forte et elle doit être entendue en réalité. Et donc, un article qui vient en illustration de ça, c'est un article qui est paru cette semaine. Là, on enregistre, là, et on est le 14. Bon, c'est paru le 12 novembre. C'est un article de Justine Brabant et de Gwenaëlle Lenoir dans Mediapart. À propos du gala. Hein, vous avez entendu parler de ce gala. Il y a un ministre suprémaciste complètement raciste, qui nie l'existence du peuple palestinien, qui veut tout coloniser, qui dit... Alors lui, il dit de la mer au Jourdain, on fait le grand Israël, etc. On prend au Liban, on prend en Égypte, on prend... Bon, bref. C'est un personnage hautement dangereux. Et ce personnage, Smotrich, bon, finalement, ne vient pas. Mais il reste celle qui organise le gala. Elle s'appelle Nili Kupfer Naouri. Alors elle dit quand même il n'y a pas de population civile innocente à Gaza. Il est totalement immoral de penser une seule seconde à ravitailler la population civile qui est tout sauf une population civile innocente. Dans le contexte génocidaire, je vous renvoie vers l'interview remarquable de Ronnie Broman dans Jeune Afrique à ce propos. Et également au rapport qui vient de sortir du comité spécial de l'ONU qui dit effectivement il y a une situation génocidaire en cours à Gaza. Bon, dans ce contexte-là, si vous voulez, là, on est dans un cas clair d'appel à la haine et d'appel, en fait, à la poursuite du génocide. Ce sont des personnes particulièrement dangereuses. Or, ils appellent aux dons dans leur petit gala, qui aurait dû être interdit. Et donc, il y a une partie des dons qui sont défiscalisés. Or, par le passé, cette association, Israel Forever, elle s'appelle, cette association a fait des dons directement à des unités de l'armée israélienne. Donc, si les dons sont défiscalisés, c'est de l'État, mais aussi la main à la poche. Et donc, ça veut dire que la France, en autorisant ce gala, eh bien, permet à cette association de renforcer soit des actions de communication, soit directement des actions de soutien à des troupes qui sont en train de massacrer des civils. C'est absolument inacceptable. La France ne peut pas être crédible au niveau international si elle permet que ce genre d'événements se déroulent sur son territoire et surtout si elle autorise la défiscalisation de ce genre de dons en l'espèce, parce qu'on est quand même dans un cas particulièrement grave. Bien, alors dernier élément, bon, vous avez compris la première leçon, après vous en faites bien ce que vous voulez, mais en gros c'est la première chose que je mets en partage, c'est l'Occident n'existe pas. Hein. Attention avec cette catégorie. La France, la République française est un pays universaliste. Elle doit discuter avec tout le monde. Elle défend des principes qui valent pour l'humanité entière. Et bien entendu, on discute avec tout le monde sur la base de ces principes. Sur la base des principes qu'on a en commun, qui sont des principes de droit, et notamment l'égalité entre tous les êtres humains. Elle ne se range pas dans un camp avec des baïonnettes en disant on prépare l'affrontement généralisé. Parce que ça, on ne nous trouvera jamais pour une telle entreprise. C'est pour ça que j'ai dit, et que j'ai commencé d'ailleurs mon mandat en allant rendre hommage notamment à Jean Jaurès au Panthéon. Et à Germaine Tillion aussi, qui est une femme formidable, une résistante d'une grande force
morale. Bon. Donc l'Occident n'existe pas, et donc il faut trouver d'autres points de repère. C'est les repères, en général, de la famille d'émancipation que nous représentons. C'est les principes de solidarité, c'est l'hostilité aussi au capitalisme. Un jour en séance, non pas parce que ça nous plairait comme ça, non, parce que le capitalisme est un système fondé sur l'exploitation de l'être humain, c'est un système immoral, et là aujourd'hui c'est un système qui conduit à la destruction généralisée de la planète. Donc il faut trouver les voies, elles sont pas simples, hein. Elles doivent être trouvées dans le temps, mais les voies de son dépassement. C'est l'impératif de l'époque. Et il y a quelque chose qui nous permet de le comprendre très très bien, ce point-là, c'est la question écologique. De ce point de vue-là, je vous recommande vraiment. Mais vraiment, c'est une chaude recommandation, sans mauvais jeu de mots avec le changement climatique, mais enfin bon. Bref, ça Guillaume coupera peut-être. Non. Bon, l'écologie, pourquoi l'écologie perd toujours? Clément Sénéchal, en fait, il était chargé de campagne à Greenpeace. Donc il a vu en vrai le mouvement environnementaliste de l'intérieur. Et il en fait dans ce livre l'histoire générale depuis les années 70. Et Clément Sénéchal, il dit le problème du mouvement environnementaliste, c'est qu'il s'est constitué à un moment donné presque en opposition, en tout cas en mettant à distance le mouvement ouvrier. Et il raconte la fondation de Greenpeace, en plus c'est assez hilarant, franchement. C'est la première croisière qui est censée arrêter un essai nucléaire. Donc ils partent en expédition, etc. Et en fait, si l'explique, c'est de l'écologie, c'est constitué à ce moment-là, dans ce type de lutte, comme un grand spectacle. Hein, ils amènent les caméras, etc. Ils ont leur plan de com, mais il y a rien à la fin. C'est-à-dire qu'ils vont même pas sur le lieu de l'essai nucléaire. Alors que l'idée, c'était bloquer l'essai nucléaire. Eh bien non, ils ont eu la presse, etc. Ils ont fait un peu leur pub, ils reviennent. L'essai a lieu. Et c'est ça l'acte fondateur de Greenpeace. Bon, le propos, c'est que si l'écologie se contente d'être une écologie du spectacle, une écologie de l'amusement, on va pas aller bien loin. Parce que quelle est la connexion ensuite? Et c'est la deuxième partie du livre. Eh bien, c'est que cette écologie du spectacle, elle est presque condamnée à s'institutionnaliser, à être dans des rapports, on va dire d'opposition molle et assez poussive avec les gouvernants. C'est-à-dire, on va voir, on dit, ah oui, c'est intéressant de se saisir, par exemple, Sarkozy, Grenelle de l'environnement, Jadot, oui, quelle bonne initiative, il faut enfin que le sujet soit au centre. Ensuite, il ne se passe rien. Il ne se passe rien de structurant, mais il y aura eu ce bruit de fond. Et ce bruit de fond, c'est celui de l'écologie mondaine et institutionnalisée. Et la critique, elle porte juste l'écologie du spectacle, problème, écologie mondaine, problème. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le changement climatique, il est manifeste. On l'a vu à Valence. Là, il y a de nouvelles inondations encore cette semaine. Et il y a les feux. C'est-à-dire que sensiblement, on le voit. On le voit avancer, ce problème. On voit que il y a moins de vers de terre dans la terre. Moi, il y a moins de vers de terre du côté de chez moi, dans le Nord Finistère, dans la terre, que quand j'avais 5-6 ans, par exemple. On sait qu'il y a un problème sur les oiseaux, de la biodiversité. On le sent aussi, ça, on le perçoit. Même si la population est très urbanisée, je veux dire, on a quand même, quand on a la chance d'en avoir, des connexions avec la campagne. Bon. Donc ça, on le voit, c'est sensible, et donc, mais la nécessité de l'action devient de plus en plus évidente. Et donc, il y a des mouvements, et ça, c'est le dernier chapitre, qui s'appelle les nouveaux victorieux, et il y a des mouvements pleins d'espoir, et de détermination, et de ténacité, comme les soulèvements de la Terre. C'est pour ça que moi, je suis allé les soutenir à Concarneau, contre Bolloré, parce qu'ils comprennent bien aussi que l'invisibilisation de la question écologique, le fait qu'on raconte n'importe quoi sur le changement climatique chez Pascal Praud, etc., tout ça, c'est un agenda politique de l'extrême droite pour tenter d'étouffer le problème. Donc ils savent bien que là, il faut aller mener la lutte sur ce terrain-là. Donc je suis allé à Concarneau, je suis allé aussi à l'Armor Plage pour m'opposer avec les soulèvements de la Terre à un projet de Thalasso, là où il y a une terre agricole aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est l'ordre des priorités dans le régime capitaliste. Bon. Moi, il se trouve que ce sont mes sujets de recherche, en plus, professionnellement. Bon, aujourd'hui, on peut dire très clairement, le capitalisme n'est pas compatible avec la reproduction des sociétés humaines dans le temps. Point. On ne peut pas fonctionner avec un système dont le principe, c'est l'accumulation infinie, l'extension du marché, l'augmentation de la production, dans une situation où il y a une destruction généralisée de la planète. Il y a des limites. Il y a des limites à l'expansion. Et le capitalisme, précisément, c'est un système sans limite. Il faut passer à autre chose, dont l'écologie est nécessairement anticapitaliste. Ça ne veut pas dire que les problèmes sont simples.
faut envisager les transitions industrielles filière par filière, etc. Là aussi, on aura le temps d'y revenir. Mais les problèmes partent aussi dans notre engagement, dans notre manière de nous porter dans la lutte et dans le combat social et politique. Mais elles partent aussi de nos sensibilités. Et ça, c'est très important quand on parle de la question écologique. C'est pourquoi je veux terminer aujourd'hui en vous lisant le dernier paragraphe de la conclusion de cet ouvrage de Clément Sénéchal. Parce qu'il raconte une balade qu'il avait fait petit dans les Alpes, au niveau du massif du Mont Blanc. Il y a la mer de glace là-bas. Et il n'y était pas retourné pendant un moment. Et ça a été pour lui un choc, alors qu'il le savait. Il le savait que ça avait reculé. Mais de le voir le jour où il y est retourné. Et vraiment, ça, je vous invite à... Bon, déjà, je vous invite à le lire et à l'acheter. À l'acheter d'abord, puis à le lire. En parlant de cette balade, c'est à ce moment-là qu'est née l'idée d'écrire ce livre. Non pour ajouter de la division, parce qu'on voit bien, certains vont dire « Ah, écrit qui ?» Non. Il est clair, en fait, la façon dont nous devons penser et agir sur le problème. Il dit « Mais pour au contraire apporter une modeste part de clarté, la mienne, afin que nous puissions mieux nous entreapercevoir dans l'épais brouillard de l'histoire et mieux nous relier, car nous sommes tenaces. » Ça, c'est sûr. À bientôt.